Tout à fait. La culture prend ses droits pour ce vendredi et vous savez bien que quand on parle de sujets de culture, notre référent majeur en la matière n'est autre que Monsieur Inabo Delors, ce consultant qui nous coûte de l'or en tout cas. Ben oui. Aujourd'hui, on parle du contrat d'artiste. Qu'est-ce qu'il englobe? Qu'est-ce que c'est déjà? Et puis, quel est le cheminement pour pouvoir le formaliser? Ce sont ces questions-là qui lui seront soumises juste maintenant, sans lui souhaiter la bienvenue pour cette matinale. Bonjour. Merci, bonjour. Inabo Delors. Bienvenue. Alors, on rentre dans le vif du sujet, à savoir ce que c'est que déjà un contrat de travail. Non, d'artiste. Quoique le contrat Salaire d'artiste aussi. soit un contrat de travail, je vous le concède. Alors, le contrat d'artiste, disons tel que la question est envoyée, cela peut, dans certains esprits, causer, j'ai envie de dire, quelques petits troubles, entre griffes. Parce que l'artiste est un acteur qui, tout au long de sa carrière, est soumis à côtoyer plusieurs acteurs différents et donc il est potentiellement sujet à différentes formes de contrats. Mais le contrat d'artiste, dans le jargon de l'industrie musicale, désigne ce qu'on appelle le contrat d'enregistrement exclusif. Voilà. L'autre terme, c'est contrat d'enregistrement exclusif. Alors, à la question de savoir ce que c'est un contrat par lequel un producteur, encore appelé dans le besoin de l'industrie musicale, producteur phonographique, s'engage par un contrat avec un artiste. Il s'agira dans ce contrat, pour le producteur phonographique, de déployer tous les moyens, aussi bien intellectuels, financiers et en termes de temps, pour enregistrer et commercialiser une œuvre interprétée par l'artiste. Alors, je veux dire, à l'inverse, ce qui vient comme engagement de la part de l'artiste, puisqu'on parle de contrat d'enregistrement exclusif, il s'agit pour l'artiste de s'engager exclusivement dans le cadre de ce projet-là. Alors, l'implication la plus directe, c'est que l'artiste qui signe un tel contrat ne peut rien faire d'autre sans autorisation préalable de son producteur durant la durée de validité du dit contrat. Alors, c'est vrai qu'on parle de contrat on va dire d'enregistrement exclusif. Est-ce qu'à part le producteur, on a certes l'artiste, à part le producteur, est-ce qu'il y a une autre entité qui rentre en ligne de compte dans ce contrat? Si oui. Non, il n'y a aucune autre entité qui entre en ligne de compte dans un contrat d'enregistrement exclusif. Mieux, ce que je peux vous dire, même quand l'album est enregistré en live, c'est-à-dire qu'on a fait appel à d'autres artistes musiciens pour venir apporter, j'ai envie de dire, leur savoir-faire sur l'album en question, l'individu qui est engagé dans le contrat avec le producteur et donc sur qui pèse l'obligation d'exclusivité, c'est l'artiste principal, c'est l'artiste interprète principal. Alors sur la notion d'exclusivité, il faut préciser quelque chose. L'engagement de fidélité, l'engagement d'exclusivité ne pèse que sur l'artiste. Autrement, le producteur peut continuer de produire d'autres œuvres, mais l'artiste ne peut pas se permettre d'aller en contrat avec d'autres personnes, peu importe le sujet. Si bien que, même pour l'artiste, participer à un concert nécessite l'approbation et la validation antérieure du producteur. C'est clair que ce contrat-là est stipulé par plusieurs clauses. Mais j'ai envie de vous poser la question de savoir, il est régi par quoi? Sa valeur juridique, c'est quoi exactement? C'est, comme vous l'avez dit au tout début, un contrat de travail. Alors, il faut bien comprendre que dans un contrat de production, autrement appelé encore contrat d'enregistrement exclusif, ici, nous avons en présence deux personnes, l'employeur, qui est le producteur, et l'employé, qui est l'artiste. Il faut que ça se soit bien clair dans l'esprit de l'artiste. Plusieurs artistes s'imaginent qu'ils vont sur une base de 50-50 en termes de revenus et de droits, alors que c'est faux. En s'engageant dans un tel contrat, on s'engage dans la voie d'un contrat de travail. Or, qui dit contrat de travail dit autorité supérieure qui exerce sur un subalterne un droit hiérarchique de travail et en contrepartie qui lui fournit une rémunération. C'est exactement dans ce cadre-là qu'on peut situer ce contrat-là. Cela pourrait paraître anodin, mais je sais qu'il y en a qui se demandent pourquoi forcément un contrat d'artiste? Je peux évoluer peut-être sans. Pourquoi ce contrat d'artiste? Alors, la raison est évidente, parce que la production coûte cher. Aujourd'hui, rares sont les artistes qui ont les moyens que les maisons de disques ont.
Et rares sont les artistes qui ont les réseaux que les maisons de disques ont. Le tout n'est pas d'avoir un studio d'enregistrement, parce qu'aujourd'hui, la plupart des artistes essaient de se créer des studios d'enregistrement. Mais au-delà de l'enregistrement, il y a toute l'industrie qui va avec la commercialisation et la promotion de l'œuvre. Et ça coûte énormément d'argent et du bon réseautage, chose qui n'est pas à la portée de tous les artistes. Alors, quand on s'engage dans un contrat pareil, ça permet d'une part à l'artiste de rester concentré sur son œuvre de création. Il vient, il enregistre et il se met à disposition pour la promo. Quand la promo est bien faite, ça lui ouvre des scènes et ça lui fait de grosses rotations dans les médias, ce qui engendre en outre soit des droits voisins en tant qu'interprète, soit des droits d'auteur si c'est lui qui est auteur-compositeur de ses propres chansons. Donc c'est une aubaine derrière ce qui peut apparaître comme, j'ai envie de dire, contraignant, c'est une aubaine pour lui. Et derrière, le propriétaire de la maison de disques, le producteur, il intervient en businessman, il cherche de l'argent, alors il déniche un produit qu'il peaufine, qu'il fait enregistrer, sur lequel il a un droit exclusif pendant une certaine durée. Il commercialise ce produit-là dans le but de se faire de l'argent. Donc, de part et d'autre, les deux entités gagnent. Mais le plus important est de voir clair dans ce qui est écrit. Tout à fait. Et justement, on veut tellement y voir clair qu'on va essayer de libeller quelques points saillants figurant dans un contrat d'artiste, au-delà de l'exclusivité. Il n'y a pas que ça comme clause. Non, tout naturellement, même si c'est l'élément déterminant. Alors, comme tout contrat, le contrat d'enregistrement exclusif est censé être un document qui formalise l'accord entre deux individus. Le contrat, à la base, est un document qui formalise ce sur quoi deux personnes ont décidé de se mettre d'accord. Cela dit, quand on prend cette définition, il apparaît clairement que le contrat ne devrait être un piège pour personne, si tant est que c'est nos accords respectifs qui ont été couchés sur le papier. Le problème dans la pratique, c'est que tout le monde n'est pas forcément de bonne foi, ou tout le monde ne fait pas forcément les mêmes calculs. Voilà pourquoi, au-delà de ce qu'on décide, il faut avoir la capacité de pouvoir lire ce qui est écrit. Et surtout entre les lignes. Tout à fait, entre les lignes, c'est ça le plus important. Les juristes disent les polices minuscules, c'est-à-dire les tout petites écritures qu'on met au bas de page. Alors c'est tout ça qu'il faut lire. Donc c'est vrai qu'on formalise là nos accords, mais il y a des écueils à éviter. Je voudrais citer un écueil parmi tant d'autres qu'on appelle le droit d'option. Alors le droit d'option, qu'est-ce que c'est? C'est une ou des clauses qui sont insérées dans le contrat et très souvent qui passent, je veux dire, qui arrivent à échapper à la vigilance de l'artiste. Mais le droit d'option, c'est une option qui permet justement au producteur de relancer la durée du contrat, de le renouveler de façon tacite ou expresse. Alors, dans le texte du contrat initial, il est clairement mentionné que le producteur a ce droit-là, alors que l'artiste n'a pas le droit de s'y opposer. Donc le droit d'option donne la latitude au producteur de relancer le contrat parce que n'oublions pas qu'il a investi de l'argent pour faire de la rentabilité. Alors il peut estimer que j'ai investi mon argent, mais au bout de 5 ans, c'est maintenant que tu commences à prendre. Et donc comme c'est maintenant que je vais commencer moi aussi à me faire ma rentabilisation, donc je relance le contrat. Et dans ce cas, l'artiste n'a pas les moyens de dire non. Alors, dans le milieu musical en Côte d'Ivoire, on a eu beaucoup de problèmes avec des artistes, entre artistes et producteurs, dans les journaux et partout. Dites-nous concrètement, à qui profite, ou bien à qui profite ce contrat de travail? L'avantage est pour qui? Alors, à la base, comme j'ai dit, si tant est qu'un contrat est censé coucher les accords obtenus après négociation, il ne devrait se faire au désavantage de personne, ou tout au moins à l'avantage de toutes les parties. Mais le problème est que les artistes, en règle générale, ne comprennent pas ce qui est écrit. Comme ils sont en quête de notoriété, ils viennent et ils signent, histoire qu'on les sorte très rapidement. Tenez-vous bien, quand le producteur fait entrer l'artiste en studio, l'artiste est l'auteur, dans bien des cas, des chansons qu'il interprète. Mais le problème, c'est qu'une fois enregistré, le master est la
propriété du producteur. Le master n'appartient pas à l'artiste. C'est-à-dire que les chansons que vous écoutez sur le CD n'appartiennent pas à l'artiste. Les implications directes, c'est que partout où il va avoir un besoin d'interprétation de ces chansons, même par l'artiste, il faut absolument l'accord du producteur, puisque ce que tu vas interpréter ne t'appartient pas. Cela est valable pour les représentations. Si tu veux faire un concert, tu ne peux pas te permettre d'organiser un concert de ton propre chef alors que c'est un producteur qui t'a fait entrer en studio. Si tant est que c'est pour chanter ces chansons-là, tu n'as pas le droit sans son accord. Il a un droit de regard sur la playlist. De propriété même, puisque c'est sa chose, c'est son bien à lui, tant que dure le contrat. Voilà. Et de deux, l'artiste de lui-même, par ses propres moyens, n'a pas le droit d'aller reproduire les CD, les faire sticker et les vendre. Je pense qu'à ce sujet, je voudrais tirer une note de satisfaction pour le Burida qui reste très vigilant sur ces questions parce qu'il nous revient de façon récurrente que des artistes un peu en froid avec leurs producteurs se lèvent pensant que c'est leur bien parce que c'est eux qui ont chanté, vont faire des CD, les amènent au Burida pour les faire sticker. C'est une violation du contrat et peut-être même s'il n'y a pas de contrat, c'est un vide, tout à fait. Alors, on a posé la même question à vous, chers téléspectateurs. Comment vous appréhendez le contrat d'artiste, vos réactions? Voilà, à l'instant, eh bien, des populations qui se prononcent sur le contrat d'artiste. Nous vous rappelons que nous sommes avec M. Delors Inabo, c'est notre consultant du jour. Alors, M. Inabo, à la suite de cet élément, connaissance ou méconnaissance de ce contrat d'artiste pour ce pan de la population? Bien sûr, il y a évidemment beaucoup de méconnaissances. J'entends quelqu'un qui dit que c'est un contrat qui lie l'artiste à son staff managérial, d'autres qui disent que c'est un contrat qui lie l'artiste au promoteur. Vous voyez, il y a beaucoup de confusion dans le genre, mais le plus triste, c'est que ces confusions-là sont partagées même par les acteurs culturels, même par certains artistes. Beaucoup l'ignorent. Voilà, alors que le contrat d'artiste est essentiellement celui qu'on appelle le contrat d'enregistrement exclusif. Alors, on a pu voir la méconnaissance dont vous avez fait mention il y a quelques instants. Dans le milieu, est-ce que ces contrats-là sont vulgarisés? Alors, à la base, ici, ce qui a essayé d'être fait, je vous explique sur la base de notre modèle au plan national. Le problème est que, comme les artistes ne se sont pas pris très tôt en charge par une fêtière ou une organisation qui leur est propre, tout ce qui est démarche dans ce sens est prise par défaut par le Burida. Alors que normalement, il ne revient pas au Burida de gérer les problèmes de premier front des artistes. Il leur revient de faire la collecte et la distribution des droits. Okay? Alors, dans le temps, le Gadji Seli avait fondé ce qu'on appelait l'UNATSI. Je me suis renseigné, on m'a dit que ça existe toujours et que ce serait Ken Adamo qui en serait le président. Voici une organisation qui devrait porter de front les combats des artistes. Aujourd'hui, les contrats d'artistes, par défaut, sont rédigés par le Burida. Quand vous voulez aller produire un artiste, faire enregistrer son CD et autres, on vous propose le contrat d'artiste du Burida. Le contrat d'artiste du Burida ne me donne pas satisfaction. Parce que il n'a pas foi juridique? Si, bien sûr. Je veux dire, il est confligène. Dans le contrat d'artiste, tel que rédigé par le Burida, il y a des sources de conflits. Si vous voyez ces conflits répétitifs qui naissent entre les artistes et leurs producteurs, ça part de là. C'est un contrat que je connais très bien, donc je sais de quoi je parle. Pour moi, il y a encore à le bonifier. Cela dit, un contrat reste un contrat et on n'a pas obligation d'appliquer celui du Burida, puisque c'est censé matérialiser l'accord en deux parties. Donc, les gens vont mécaniquement, presque instinctivement, prendre le contrat du Burida sans le lire. Le Burida faisant foi à outre mesure, il signe s'imaginant que dedans se trouve la panacée, alors que dedans se trouve, dans bien des égards, beaucoup de difficultés qui finissent par les rattraper. Alors, vous êtes en train de décrire une situation. Donc, selon vous, les artistes devraient se prendre en charge aujourd'hui? Les artistes devraient le faire. Une organisation comme l'UNATSI devrait, j'ai envie de dire, prendre le devant de la réflexion. C'est ce que les artistes décident en leur sein qui va être répercuté dans les autres organisations comme le Burida et autres. Le Burida est là pour défendre les droits des artistes, mais l'artiste lui-même, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il pense pour son avenir? Comment il veut organiser, j'ai envie de dire, son environnement, l'environnement culturel en interne? Qu'est-ce qu'il pense de la formation des acteurs? Comment il entend pérenniser les œuvres? Comment il entend protéger les œuvres de la piraterie? Voyez-vous, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire
trouverait normal ou resterait inactif si dans les rues au feu, il y a des individus qui fabriquaient des cachets, soit du palais de justice ou du trésor, et qui les vendaient à des passants? Non, tout de suite on les frapperait par la rigueur de la loi. Mais comment expliquer que dans le même cadre juridique, il s'agit de faire du faux, de l'usage du faux, de la piraterie, de la tricherie, on prend les œuvres des gens, on les duplique de façon frauduleuse. Frauduleuse parce qu'elle est interdit, mais la distribution et la vente de ces objets-là restent autorisés, tolérés sur la voie publique de surcroît. Mais qui pour mener ce combat, pour se battre contre ça? On abandonne ce combat entre les mains du Burida. Est-ce que c'est la vocation première du Burida? Non. Les artistes devraient revenir au premier plan et reprendre le combat là où ils l'ont laissé. Peut-être qu'il y a un manque aussi d'organisation, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir les producteurs ou même les maisons de production, franchement, ça se compte du bout des doigts. Hein. C'est plus des personnes amoureuses de la musique qui essayent d'investir dans un artiste. Donc, il n'y a pas un cadre formel qui est instauré et qui fait qu'on se retrouve finalement dans ce C'est bien cela ce qui est triste. Imaginez que je sois producteur d'artistes. Moi, je vois souvent des CD d'artistes que j'aime, de qui je suis proche. Je vois des CD de José, de Two Boys, de Bonigo dans les rues. Eux-mêmes, ils n'ont même pas fait de CD. Ils ont juste fait un single qu'ils ont laissé sur le digital dans les radios et les médias. Mais on envoie les CD sur la voie publique. On est impuissant face à ça. On fait quoi? C'est la maison des artistes et non pas le Burida. C'est la voix des artistes qui doit se lever contre ça et combattre cela. Et ici, vous nous avez parlé de formation. Hein. Si les artistes ne sont pas peut-être au fait de cette gestion-là qu'ils devraient prendre à bras le corps, comment s'organiser ou s'orienter? Mais c'est cette impulsion-là, à mon sens, enfin, que je perçois dans votre émission. C'est-à-dire donner déjà des leviers. Donner déjà la possibilité à des gens qui s'y connaissent de venir interpeller. Souvent, on a raison dans certaines situations, mais comme on est ignorant, comme on ne sait pas qu'on a raison, on n'agit pas. Et c'est bien ce que vous faites. Vous donnez une lucane, des lucanes pour interpeller des gens, pour qu'ils se saisissent de ce qui est un droit pour eux. Dans les contrats de production, quand on dit à un producteur qu'il est propriétaire d'une chose, mais ça ne s'arrête pas à entrer en conflit avec l'artiste, l'enregistrement qui est là m'appartient. Donc je suis à même, en tant que citoyen, de me lever pour aller à la justice, pour porter plainte contre un réseau de faussaires. C'est comme ça qu'il faut les appeler, c'est des faussaires. Ainsi donc donner la latitude à la justice de faire son travail. Combien cela serait intéressant si nous tous, producteurs d'artistes, producteurs phonographiques, nous nous réunissions dans une fêtière pour combattre ces malfaiteurs-là. On ne va pas s'asseoir et attendre le ministère de la Culture et malheureusement le pauvre Burida qui n'arrive même pas à régler les problèmes de répartition des droits d'auteur. C'est sûr que cette duplicité de la démarche pourrait dissuader ces malencontreux. Tout naturellement. Merci infiniment, Monsieur Enabou Delors, pour ce sujet sur lequel nous avons épilogué avec beaucoup d'entrain. On se revoit très vite.